Bon, bonsoir. Ce soir, une question un peu particulière qui concerne l'Antarctique. Quelle est la fonction de l'Antarctique? Voilà, quelle est la relation de l'Antarctique avec l'eau planétaire aussi, voilà, mais je vais me concentrer sur l'Antarctique. Voilà, donc vous savez que l'Antarctique, c'est le 6e continent, même si pendant longtemps, ce n'était pas enseigné comme tel dans les écoles. Voilà, et puis c'est bien entendu le continent le plus mystérieux et c'est un continent qui ne m'est pas du tout étranger parce que, alors je ne sais plus très bien en quelle année, mais j'avais reçu, c'était dans les années 90, je crois, j'avais reçu un message d'aller passer Noël le plus près possible du pôle Sud. Si vous voulez, c'est bon, j'en sais rien, c'est l'année où le président Stroessner a perdu le pouvoir au Paraguay. Alors, si vous voulez, j'étais tranquillement installé chez moi et je reçois un message, ce message un peu bizarre. Et alors, bon, j'ai appris, plus les messages sont étranges et plus il est important d'obéir. Parce que, on va dire que c'est une façon de tester la foi de ceux qui reçoivent les messages. En tout cas, c'était un moyen pour tester ma foi à moi. Donc, du coup, j'appelle une amie à Buenos Aires en lui disant, voilà, je dois passer Noël le plus près possible du pôle Sud. Voilà, si tu veux, tu viens avec moi. Voilà. Et elle me dit, t'es complètement fou, mais je viens. Voilà. On était bien avant Ushuaïa, les émissions de télé sur le sujet, hein. Et notamment, peu de temps avant, j'avais lu des ouvrages introuvables sur le colonel Byrd. Je reviendrai là-dessus. Et aussi, j'étais à l'époque très féru des prédictions d'Edgar Cayce et où il y avait quand même pas mal d'informations sur ce continent. Donc, je dis à mon ami, prends 2 billets pour Ushuaïa. J'arrive le 17 décembre à Buenos Aires et elle me dit, j'ai pris les 2 billets pour le 23 décembre. Et moi, je dis, ouh là 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 là, pas possible, pas possible, pas possible, il faut qu'on y soit le 19. Change immédiatement les billets. C'était encore un ordre intérieur. Bon, alors, elle change les billets et on se retrouve donc le 18 à Ushuaïa avec 10 jours de réservation à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, il y avait un avion, hein, et je demande, est-ce qu'il y a un moyen d'aller plus au sud? Et ils me disent, oui, il y a un bateau qui part demain. Et ils me donnent, Ushuaïa c'était tout petit à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ils me donnent le nom de l'agence de voyage qui s'occupait de ça, qui n'était pas très loin de l'hôtel. Et donc, j'arrive à l'agence de voyage, je dis, est-ce qu'il y a moyen d'aller plus au sud? Et la réponse est oui, il y a encore des places pour demain. Alors, déjà à l'époque, le voyage était pris d'assaut, hein. Et il y avait 4 bateaux argentins qui partaient ravitailler les bases argentines de la mi-décembre à peu près du 10 décembre au 15 janvier. Ah, donc, ils allaient ravitailler les 2 bases argentines, ils prenaient des passagers. Et là, exceptionnellement, le gouvernement argentin n'avait pas donné les autorisations à temps et du coup, il restait des places. Voilà, mais c'était trop cher, donc ce n'était pas la peine. Hein. Donc, je retourne à l'hôtel et la voix me dit, avant de dormir, tu n'as pas fait tout ce chemin pour te faire arrêter par une histoire d'argent.
Ah ben, qu'est-ce que je voulais faire dans ces cas-là? Le lendemain matin, à l'ouverture, à 8 heures, j'étais déjà à l'agent de voyage et je discute avec le responsable en lui disant, je peux vous donner un tiers de la somme, après il faudra me faire confiance. Inutile de vous dire, il n'y avait pas de carte bancaire ni rien à cette époque, hein. Et on a discuté une demi-heure et il me dit, c'est bon, vous partez. Alors j'étais tout content. Il me dit, tu me laisses tout ça, toute seule à Ushuaia, qu'est-ce que je vais faire, moi? Et je lui ai dit, bah, va voir, peut-être qu'il te fera un prix. Et elle est revenue avec une possibilité de payer en 12 mensualités. Comme elle ne travaillait pas, c'était pas très arrangeant, mais elle espérait trouver un travail. Voilà. Et donc, nous nous sommes embarqués pour l'Antarctique. Alors, si vous voulez, déjà, le premier message que j'avais reçu, c'était que c'était la Terre, l'endroit le plus pur sur la planète, parce que c'est depuis 50 000 ans sous les glaces, peut-être moins, peut-être plus. Voilà, au moins 12 000 en tout cas. Et donc, eh bien, il fallait aller recueillir à la fois, aller prendre ce bain de pureté extraordinaire, et puis recueillir ces mémoires extrêmement lointaines de l'humanité. Et si vous voulez, récupérer aussi l'essence de la conscience humaine, dont une partie était déposée dans ces lieux. Si vous voulez, comme si des graines absolument sublimes sont mises en sommeil là-bas, pour pouvoir donner naissance dans un futur lointain à ces mémoires du passé sous forme végétale, animale et humaine. Voilà. Voilà, et donc il y avait ça, c'était le premier objectif, enfin les deux objectifs de ce voyage, une purification émotionnelle et mentale, et puis un réveil des mémoires préhistoriques dans le sens antérieur à l'histoire connue. Hein, elles sont préhistoriques, mais très élaborées, très évoluées, très magnifiques. C'est vraiment cette capacité qu'il y avait à ces temps anciens du fait de cette pureté extraordinaire d'être en lien avec les forces divines à de très haut niveau. Voilà, et donc, ben, si vous voulez, donc nous voilà en train de partir dans cette mission où donc la chose extraordinaire, c'est que durant le voyage, on m'a fait faire des conférences sur le bateau et que donc je peux dire avoir fait des conférences sur les 6 continents, ce qui, je crois, n'est pas donné à tout le monde. Et alors, on approche, si vous voulez, le bateau, ça s'appelait le Bahia Paraíso, et c'était un brise-glace. Et puis, il y avait 2 hélicoptères qui allaient, bien sûr, tester le terrain, parce qu'il fallait trouver un chemin dans les glaces. Et, et en fait, le bateau précédent n'était pas arrivé en Antarctique, il avait dû rebrousser chemin. Et alors, bon, il se trouve que le voyage que j'ai fait, au dire de tout l'équipage et de tous les gens que nous avons rencontrés sur les bases, c'était le voyage où il a fait le temps le plus magnifique de mémoire d'hommes, de mémoire depuis quand il y a des bases en Antarctique. Voilà. Apparemment, voilà. Bon, alors j'étais content, inutile de vous dire, il ne faisait pas si froid que ça. Et on a toute cette magie absolument sublime qui aussi se répercute et vient chanter dans l'âme humaine, des glaces qui jalonnent le chemin et de la couleur
de l'alliance du bleu, du gris métallique de la mer, du blanc de la glace et du bleu, d'un bleu sublime des glaces en formation récente, parce qu'il y a des poches d'oxygène et donc la glace paraît bleue. Et ça, vraiment, c'est une féerie extraordinaire. Et donc, je me remplissais de la beauté sublime de ce champ tricolore, jusqu'à ce qu'arrivent les premiers pingouins sur le chemin. Et ça aussi, c'est un émerveillement absolu, parce que souvent, le bateau les dérangeait. On les voyait sauter de leur petit iceberg pour fuir et se sauver la vie, bien sûr. Et voilà, mais c'était extrêmement mignon. Et puis, on continue. Et puis là, on rencontre les premiers mammifères marins, voilà, les otaries, les éléphants de mer, les phoques, voilà. Et en fait, il y a une vie extraordinaire en Antarctique. Ensuite, on arrive à une première île qui s'appelle Deception. Donc, on passe le Cap Horn, où il y avait une ancienne usine de traitement des baleines, hein, qui, Dieu merci, a été abandonnée, et donc déception parce qu'il n'y a plus que les ruines de cette usine. Voilà. Et ensuite, on arrive à une île qui s'appelle Conception. Enfin, ça, c'est le chemin qu'on suivait de l'Argentine jusqu'à l'Antarctique, hein. Si on va en Terre Adélie, c'est un autre chemin, bien sûr, avec les bateaux français. Voilà. Et donc, alors à Conception, eh bien, il y a un volcan un volcan sous-marin au bord de la plage. Et donc, on peut prendre un bain merveilleux dans l'eau chaude. Et donc, ça fume évidemment parce que l'écart entre la température, entre la glace et le volcan, ça fait beaucoup de fumée, hein. Mais quel délice, quelle merveille de se baigner en Antarctique dans les vapeurs chaudes d'un volcan, imaginez. Voilà, et donc là, c'est extraordinaire parce que c'est la communion de l'eau et du feu. Jusque-là, si vous voulez, on est dans la communion avec l'eau, mais sous la forme glacée. Voilà, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais finalement, nous arrivons sur le continent antarctique. Et là, il y a vraiment un sentiment absolument impressionnant. Voilà. Et sur mon hôtel de méditation, il y a cette pierre que j'ai ramenée d'Antarctique. Voilà, si vous voulez, cette pierre est dépositaire, eh bien, de toutes les mémoires contenues en ce lieu. Voilà. Et alors quelles sont les mémoires? Quels sont les mystères? Alors déjà, effectivement, l'oubli total de tout. Et même, bon, on n'était que 50 passagers sur 73 places. Voilà, donc, et tous disaient, je n'ai jamais vécu une paix pareille de toute ma vie. Si vous voulez, la pureté a une action, elle se répercute dans l'émotionnel, et de l'émotionnel, elle calme intégralement le mental. Notre émotionnel, c'est de l'eau. Et donc, décrire l'état, on va dire, d'harmonie que l'on peut trouver dans ce genre de voyage est difficile à décrire. Et moi, j'essaie de me lever à 4 heures du matin tous les jours pour faire une méditation à l'aube. C'est très tôt. Et donc, le 31, je vais me coucher. Il y avait la fête à bord. Et quand je vais tôt, je me réveille. Et puis, je vais prendre le petit déjeuner.
Et finalement, une passagère arrive et un passager était tombé par-dessus bord pendant la nuit et il y avait eu un mort. Et j'ai passé le 1er janvier à remonter le moral de tous les gens qui avaient passé la nuit à chercher le passager passé par-dessus bord. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon au-delà des perceptions immédiates de ce que j'ai pu vivre? Eh bien, c'est une terre d'immenses mystères. Il n'y a aucun doute que des choses incroyables se trouvent dans le sous-sol, hein. L'année où j'y étais, il y avait on va dire, la rediscussion, la renégociation de la prorogation du statut de l'Antarctique. Statut antarctique, vous savez, qui est une terre où sont exclus les guerres et toute activité commerciale. Uniquement les activités scientifiques sont permises. Voilà. Alors, là, si vous voulez, nous avons plusieurs mythes qui sont en lien étroit avec l'Antarctique, hein. Le premier mythe, c'est le mythe de la Terre creuse, qui, pareillement, a bercé, on va dire, mes années de post-adolescence. Et j'ai même un ami qui a fait ses études de pilote pour que nous puissions aller ensemble faire une expédition en Antarctique. Et parce que, bon, il y avait on avait lu le livre du colonel Byrd, qui était un important militaire américain, qui expliquait comment, à l'endroit du pôle magnétique, tous les instruments sautent. Alors, je précise qu'il y a le pôle géographique qui est occupé par les Américains, et là, il y a la base Scott Amundsen. La base Scott Amundsen, donc, est une ville souterraine gigantesque, coupée du monde 11 mois par an, hein. Et par contre, les Russes avaient une base sur le pôle nord magnétique. Le problème, c'est que le pôle nord magnétique se déplace. En tout cas, le colonel Byrd avait dit que quand tous les instruments ont sauté, il a continué, il a gardé le cap. Et là, il décrit comment il est rentré dans une autre dimension d'une terre que certains ont appelée l'Agartha, que les traditions occidentales appellent l'Agartha. Et donc, si vous voulez, les pôles, d'après ces dires, seraient creux, et donc il y aurait moyen de rentrer en Agartha soit par le pôle Nord, soit par le pôle Sud. C'est quand même plus facile du pôle Nord. C'est quand même plus facile du pôle Nord. Et Jules Verne a beaucoup utilisé cette thématique. Jules Verne faisait partie d'une fraternité polaire qui avait sa base en Alaska. Et là aussi, sont tout un tas d'histoires assez extraordinaires. Et on va dire qu'une bonne partie de l'inspiration de ces livres vient des enseignements de cette fraternité polaire. Énormément de livres de Jules Verne se passent au pôle, que ce soit le nord ou le sud. Et puis après, il y a aussi cette, on va dire, cette histoire d'après laquelle de hauts dignitaires allemands, en 1945, se seraient réfugiés dans une base antarctique. Et depuis l'Antarctique, ils auraient une recherche d'action de contrôle, et bien pareil sur l'émotionnel et le mental humain. Et voilà, donc en tout cas, l'Antarctique a encore de beaux secrets à nous révéler. En tout cas, moi, durant le séjour que j'ai fait là-bas, je n'ai noté aucune perturbation d'aucun ordre, hein.
Mais la chose extraordinaire, c'est que on est rentré le 12 janvier et le Bahia Paraíso est retourné en Antarctique. Et le voyage suivant, tout de suite, quelques jours après qu'il nous ait ramenés, il a heurté un récif et il a coulé. Voilà. Pardon, je ne devrais pas rire, mais c'est quand même comique. Voilà. Et si vous voulez, ça m'a vraiment fait penser à quel point tout ce qui se passe, quand un passager meurt le 1er janvier, il annonçait la mort du bateau dans les semaines qui suivaient. Hein. Parce que pour moi, le 1er janvier synthétise l'ensemble de l'année. Voilà, donc si vous voulez, il n'y a aucun doute que le pôle Nord et le pôle Sud sont des points ce sont les points de respiration de la planète. Hein. C'est là qu'il y a un tube pranique qui permet à la planète de respirer. Et donc, ce sont deux points stratégiques absolument fondamentaux, essentiels. Et si vous voulez, il est tellement, tellement important. Si vous voulez, le pôle Sud permet à la planète de respirer un air qui est non vicié. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est une zone, c'est un contre-feu écologique essentiel. Évidemment, au pôle Nord, c'est déjà un peu plus compliqué. Inutile de vous dire que j'y suis allé aussi. Parce que si vous voulez, il y a un travail spirituel gigantesque à faire dans ces endroits. Et en harmonie vraiment avec la conscience de la planète et de bien au-delà de la planète. Si vous voulez, de la planète la planète telle qu'elle sera réalisée dans un futur lointain. On va communier avec la planète dans son futur, dans cet endroit. Parce que le futur de la planète, c'est la pureté. Et notre futur à nous aussi. Hein. Nous, notre futur, c'est vraiment, on va dire, cet être, chacun d'entre nous déjà peut se visualiser, se percevoir dans cette splendeur gigantesque de la pureté absolue. Et si vous voulez, quel est l'effet de la pureté? Eh bien, c'est qu'elle reflète la lumière. Donc, chacun d'entre nous est un diamant potentiel susceptible de refléter la lumière de l'univers au fur et à mesure qu'on se remplit de force de vie. Cette force de vie se libère autour de nous sous forme de lumière. Donc, notre travail, c'est d'être en lien de plus en plus étroit avec la force de vie pour devenir comme un soleil. Voilà, et vous comprenez comment travailler avec notre dimension solaire est tellement fondamental, parce que c'est déjà sauter à pieds joints dans notre futur. Et l'Antarctique, c'est donc à la fois la clé du passé et du futur pour la planète. Voilà, donc je pourrais continuer, mais je pense que c'est assez parlé. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube où vous avez plein d'informations un peu de tout type et vraiment le but c'est d'alimenter notre richesse intérieure. Hein. Voilà, donc merci infiniment pour votre attention.